Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler du style littéraire, de qu'est-ce que le style littéraire. On en entend tout le temps parler, que ce soit les critiques, les profs de français, mais ça fait partie de ces mots que tout le monde connaît, dont tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire quand on en parle, mais au final, quand on essaye de le définir, en fait, on s'aperçoit qu'on a du mal. Pour certaines notions, ça peut être tout à fait juste, hein, justement. Ne pas réussir à le définir, ça peut faire partie des propriétés du sujet. Et d'ailleurs, je vais tout de suite vous le demander. J'ai vu que ça fait déjà la deuxième fois que je fais une vidéo qui commence par qu'est-ce que, donc j'avais fait qu'est-ce que l'intelligence, là qu'est-ce que le style littéraire. Je pense que je vais en faire encore sur quelques sujets et du coup je voulais vous demander de surtout à ne pas hésiter de mettre en commentaire les, les sujets que vous voulez que j'apporte comme ça sous forme de questions pour essayer de définir, pour que ce soit un peu plus clair, que ce soit des sujets évidemment qui sont assez ambigus, qui sont assez compliqués à bien définir. En fait, là pour la question du style littéraire, je vais surtout vous expliquer la théorie de Marivaux en la développant avec mes mots et bien sûr, mais c'est une théorie avec laquelle je suis totalement d'accord. Donc je vais vous l'expliquer bout par petit bout. Si je vous dis, le mot table, vous comprenez l'idée que j'ai en tête, c'est une table. Maintenant, si je vous dis cette table est résistante, vous comprenez l'idée que j'ai comme objet dans la tête, une table, et vous comprenez l'idée que j'en ai, c'est-à-dire je la trouve résistante. Maintenant, si je dis justement je trouve pas cette table résistante, mais je trouve cette table résistante. Là déjà le verbe apporte une nuance, en impliquant que c'est mon avis, mais ça peut ne pas être l'avis des autres. C'est pour ça que le verbe est le point culminant de la phrase, comme en musique, on appelle le climax, la note vers laquelle il faut aller. Enfin bref. Et par contre, si on revient à la phrase « cette table est résistante », encore le mot « résistante », les enfants ne disent pas trop ça, mais imaginons que j'aurais dit, je sais pas moi, « cette table est jolie ». Vous êtes d'accord que c'est très banal comme phrase. Même un enfant de 2 ans peut dire ça, quoi. Donc le style ne doit pas être banal. C'est comme si en mode, je m'habillais tous les jours en jean noir et en t-shirt noir, je prends pas de risque, quoi. Maintenant, si je m'habillais tous les jours avec une jupe jaune et un t-shirt mauve, là, la jupe peut être très belle, le t-shirt peut être très beau, mais là, ça n'ira pas du tout ensemble. Donc c'est mon imagination qui ne vaudra rien, c'est moi qui ne vaudra rien. Donc pour le style, c'est pareil, il faut que ce soit harmonieux en fait. Il faut que ce soit harmonieux et cohérent aussi. Souvent, on dit de certains auteurs qu'ils ont un style trop précieux. Donc ceux qui ont un style précieux, c'est ceux qui utilisent des mots que personne n'emploie jamais, simplement pour étaler leur vocabulaire. C'est comme si je m'habillais avec des pièces de luxe, juste pour afficher mon argent, ma fortune, quand bien même ces pièces n'auraient aucun lien entre elles. Donc il faut que le style soit original, pas banal, mais qu'il exprime quand même des pensées cohérentes et qui sonnent justes. Alors par contre, il ne faut pas confondre entre ceux qui ont vraiment un style précieux et ceux qui lient des mots qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble, simplement parce que leur pensée est nouvelle et originale, justement. Et si on est habitué à... Enfin, si dans une phrase, on lit des mots qu'on voit tout le temps voir ensemble, cette pensée sera banale parce que c'est la pensée de beaucoup de gens. Si dans la phrase on lit des mots qui ne vont pas nécessairement ensemble d'habitude, ça peut paraître bizarre, mais ça peut être simplement parce que la pensée est originale, nouvelle, comme si je mettais une jupe en bustier au lieu de mettre en bas. Non, c'est pas sa fonction première, mais c'est une autre approche et ça peut marcher. Donc il faut bien différencier ceux qui ont un style précieux juste parce qu'ils... pour briller, quoi, de ceux qui ont vraiment des idées nouvelles à apporter. Et il ne faut pas non plus confondre ceux qui emploient des mots, pareil, juste pour briller, avec ceux qui emploient des mots qu'on ne voit pas tout le temps, simplement parce que à ce moment-là, c'était le mot qui représentait le mieux l'idée
l'idée qu'il avait en tête. Il y a des mots qu'on voit jamais, mais c'est pas pour ça que dans certains cas, ils peuvent pas être utilisés. On a inventé de mots autant qu'on avait d'idées. Donc, si c'était le mot qui représentait à ce moment-là le plus précisément son idée, bah, y a pas de problème, quoi. Donc c'est avec plusieurs idées, plusieurs mots qu'on forme une pensée, ça on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, depuis tout à l'heure, on dit qu'il faut que la pensée sonne juste. Et on dit ça d'autres arts aussi. On dit ça en musique, par exemple. En musique, sonner juste, c'est chanter ou jouer les bonnes notes. En mode, sonner juste, ça pourrait être faire correspondre les habits à la personnalité et au physique de la personne qui les porte. Or, on a vu qu'avoir un bon style, c'était précisément exprimer une pensée qui sonne juste. C'est pour ça que je pense qu'en littérature, la forme se confond avec le fond. En fait, le fond conditionne la forme, puisque la pensée, en fait, si on sait bien sa langue, la pensée qu'on a, on va l'exprimer avec des mots précis qui expriment précisément cette pensée-là. Donc je pense que les critiques ne devraient pas s'en prendre au style de l'auteur, mais directement à sa pensée, puisque si sa pensée est mauvaise, son style sera mauvais, si sa pensée est originale, son style sera original. Donc voilà, pour moi, la littérature, il y a vraiment une fusion entre la forme et le fond. Le fond conditionne la forme. Mais il y a un autre problème, c'est qu'une pensée juste, c'est assez subjectif. D'abord parce que chacun a des avis différents. Ensuite parce qu'on peut très bien s'exprimer, faire tomber des raisonnements justes, mais qu'en fait, au fond, ce soit absolument illogique. C'est ce qu'on appelle un sophisme. Mais ça peut être un jeu aussi, de faire se confronter par exemple des personnages dans un dialogue où il y en a un qui parle toujours très bien, qui fait toujours tomber des raisonnements justes, mais au fond, c'est totalement illogique. C'est ce que fait beaucoup Amélie Nothomb, et surtout dans son roman Hygiène de l'assassin, où l'écrivain, en fait, dit... En plus, c'est encore plus vicieux, parce que l'écrivain prix Nobel, Prétexte à tâche, mélange des vérités avec des choses totalement à côté de la plaque. Donc c'est encore plus difficile de voir, de discerner ce qu'il y a de vrai de ce qu'il y a de faux. Et donc le journaliste sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne peut pas le contredire, puisque les arguments sont trop forts. Pour vous le montrer, j'ai trouvé un passage où on peut pas mal voir... parce qu'en fait, on ne peut pas trop vraiment lire un passage qui décrirait ça, parce que c'est tout au long du livre qu'on peut le voir. Mais il y a quand même un passage où on voit bien la mauvaise foi mélangée à la bonne foi de Prétexte à tâche. C'est quand il dit... Alors le journaliste lui a demandé comment il expliquait son succès, et au bout d'un moment, il dit si je suis si célèbre, cher monsieur, c'est parce que personne ne me lit. Paradoxal. Au contraire, si ces pauvres gens avaient essayé de me lire, ils m'auraient pris en grippe, et pour se venger de l'effort que je leur aurais coûté, ils m'auraient jeté aux oubliettes. Alors qu'en ne me lisant pas, ils me trouvent reposant, et donc sympathique et digne de succès. Voici un raisonnement extraordinaire, mais irréfutable. Tenez, prenons Homère. En voilà un qui n'a jamais été aussi célèbre. Or, vous en connaissez beaucoup de vrais lecteurs de la vraie Iliade et de la vraie Odyssée? Une poignée de philologues chauves, voilà tout, car vous n'allez quand même pas qualifier de lecteurs les rares lycéens endormis qui annonnent encore Homère sur les bancs de l'école en ne pensant qu'à Dépêche Mode ou au sida. Et c'est précisément pour cette excellente raison qu'Homère est LA référence. Excellente. À supposer que ce soit vrai, vous trouvez cette raison excellente? Ne serait-elle pas plutôt navrante? Excellente, je m'en tiens. N'est-il pas réconfortant pour un vrai, un pur, un grand, un génial écrivain comme moi de savoir que personne ne me lit, que personne ne souille de son regard trivial les beautés auxquelles j'ai donné naissance dans le secret de mes tréfonds et de ma solitude? Pour éviter ce regard trivial, n'eût-il pas été plus simple de ne pas vous faire éditer du tout? Trop facile. Non, voyez-vous, le sommet du raffinement, c'est de vendre des millions d'exemplaires et de ne pas être lu. Sans compter que vous y avez gagné de l'argent. Certainement. Donc voilà. Là, on voit bien que il dit des vérités, hein. Personne ne lit Homère, et pourtant Homère est célèbre, et il les lit, ces deux faits, entre eux, alors qu'a priori, il n'y a aucune raison de les lier. Alors, il y a peut-être un certain lien, mais ce n'est pas simplement parce que Homère n'est pas lu qu'il est célèbre. Au départ, en plus pour lui, au départ, il a bien fallu qu'on le lise pour qu'on reconnaisse son talent, sinon c'était pas possible. Si personne ne faisait attention à lui, bah tout simplement personne n'achèterait ses livres. Donc voilà. Donc il y a une part de vérité, mais en fait il fait des queues de poisson aux vérités, c'est-à-dire qu'il les lie entre elles alors qu'il n'y a aucune raison de les lier.
Il y a autre chose dont je voulais parler à propos du style, c'est la musique. On parle beaucoup de musique aussi en littérature, à peu près dans tout, hein, je pense, comme beaucoup d'artistes, mais notamment comme Oscar Wilde, que la musique c'est la forme un peu de tout art. Et comme le style, on pourrait un peu qualifier ça de forme, hein, c'est pour ça que je disais que le style dépend de la pensée. Hein, la pensée c'est le fond, le style c'est la forme. Dans l'écriture, le style dépend de la pensée, et le style c'est un peu la musique en fait du texte. Enfin, il y a quand même des petites différences, mais en tout cas, dans le style, il y a la musique des mots. Et pour ça, d'ailleurs, je vais vous faire écouter en fait Grand Corps Malade, qui lit un poème de Baudelaire. Alors je vais commencer par un incontournable, l'invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants polis par les ans décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Donc là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est le rythme. Alors évidemment, c'est son métier, il est slammer, mais vous voyez, il fait, je sais plus ce que c'est les vers, mais il augmente l'intensité, il fait nanana, d'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Et à la fin, il fait luxe, calme et volupté. Et en fait, il y a vraiment une musique dans ce qu'il fait. Et par exemple, au piano, on ferait la même chose pour la fin. À la fin, il fait luxe, calme et volupté. Et c'est tout à fait un rythme qui pourrait convenir à une fin de morceau, quoi. C'est-à-dire, il fait luxe, calme et volupté. Et il descend en intensité, à la fois en intensité et à la fois en vitesse. Et par rapport à ça, il y a aussi Schmitt qui parle très bien de ça. Donc je vais vous lire des passages. En fait, c'est dans son livre Plus tard je serai un enfant, qui est un livre d'entretien avec Catherine Lalanne. Donc elle lui pose des questions, il répond, et elle lui a notamment demandé: votre style limpide et accessible est-il inspiré par la musique de Mozart? Mon écriture doit beaucoup à la fréquentation de Mozart, à son économie de moyens, à sa sobriété, à sa stratégie de la litote, à son amabilité, à sa capacité à rester lumineux jusque dans les zones sombres, zones obscures, à son art d'utiliser le moins de matière pour obtenir un maximum d'effets. Mon écrivain préféré est un musicien. J'ai pétri mon processus créatif de son exemple. Quand j'élabore une phrase, je la pense avec mon esprit, mais j'extrais son humeur de mon cœur et la fais résonner dans mon corps. Je produis mon texte comme un musicien sa mélodie, en me servant de mon instrument charnel et en veillant à la vibration sentimentale. De plus, je perçois mon écriture sur fond de silence. Je constitue une partition où les mots doivent retentir, la syntaxe onduler, la pulsation variée, les pauses respirer. Je soigne le rythme. Affectionnant les termes courts de 2 syllabes, si j'en insère un plus long, je le pose sciemment pour casser la cadence. Je vérifie continuellement mes pages à l'oreille. Quand on me cite à haute voix, j'absorbe mon attention dans le contour musical. Si ça sonne bien, je soupire de soulagement. Mes lecteurs fidèles le devinent, les interprètes de mes pièces me le répètent, ainsi que mes amis musiciens, de Michel Legrand à Éric Tanguy ou Nicolas Bacri. Si on change un de mes mots, ma phrase boite. Allez-vous jusqu'à composer vos récits comme ces opéras? Des formes musicales tournent dans ma tête. Ainsi, dans La femme au miroir, plusieurs femmes d'époques différentes tissent successivement leurs thèmes jusqu'au contrepoint final. Dans La nuit de Valogne, 3 héroïnes narrent leur rencontre avec le séducteur Don Juan. L'air passe d'une bouche à l'autre comme dans un trio. Dans tous mes récits, j'enchaîne scènes et chapitres de façon musicale, pas seulement dramatique ou intellectuelle, jouant sur l'alternance des rythmes et des tempos. Allegro, andante, lento.
Ainsi, dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, quand le jeune Momo va chercher un petit cadeau pour la prostituée, le tempo correspond à presto. Je suis rentrée en courant à l'appartement, je me suis ruée dans ma chambre, j'ai regardé autour de moi ce que je pouvais offrir de plus précieux, puis j'ai recouru dardard rue de Paradis, la fille était encore sous le porche. Je lui ai donné mon ours en peluche. À l'intensité de cette scène succède une séquence ralentie, l'argot, pour permettre au lecteur de reprendre sa respiration. C'est à peu près au même moment que j'ai connu Monsieur Ibrahim. Monsieur Ibrahim avait toujours été vieux. Unanimement, de mémoire de rue Bleue et de rue du Faubourg Poissonnière, on avait toujours vu Monsieur Ibrahim dans son épicerie, de 8 heures du matin au milieu de la nuit, arc-bouté entre sa caisse et les produits d'entretien, une jambe dans l'allée, l'autre sous les boîtes d'allumettes, une blouse grise sur une chemise blanche, des dents en ivoire sous une moustache sèche, et des yeux pistaches, verts et marrons, plus clairs que sa peau brune tachée par la sagesse. Et la phrase s'enfle aux dimensions d'un paragraphe. Il l'a pas dit, mais dans le premier paragraphe, quand il dit puis j'ai recouru dardard rue de Paradis, la fille était encore sous le porche, là il met 3 petits points, je lui ai donné mon ours en peluche. Déjà rien que les 3 petits points, c'est très musical. Et à la fin là, de son deuxième paragraphe, quand il dit des dents en ivoire sous une moustache sèche, des yeux en pistache, verts et marron, plus clairs que sa peau brune tachée par la sagesse. Là il y a un jeu avec les G et les che qui est très très joli et très agréable à l'oreille. Si votre écriture était une musique, à quel genre appartiendrait-elle? C'est une écriture scandée qui mêle le court et le long, qui multiplie les tempos, une écriture qui emploie les formes de la composition musicale avec reprise et variation du thème tout au long du récit. Ça c'est vrai, il fait souvent ça, c'est-à-dire qu'il il recopie des paragraphes, voire des pages entières à différents intervalles. Donc il reprend comme un refrain quoi. Et des fois il fait des petits changements qu'on n'apercevrait même pas si on n'y faisait pas attention, et là sont les variations. Une écriture orale qui goûte la discontinuité que pratique l'opéra, une écriture qui se gonfle et se tait, alterne le bruit et le silence pour capter l'attention du lecteur ou du spectateur. Ça c'est les nuances. C'est pour ça que c'est très important les nuances. Même quand on parle, on le fait, c'est-à-dire pour capter l'attention, on augmente l'intensité et puis on s'arrête. En musique aussi, on s'arrête, on se demande ce qui va se passer et puis ça ralentit. Voilà, c'est pour ça que c'est très très important les nuances, c'est parce que ça permet de capter l'attention, on suit ce qui va se passer, on se demande, on est vraiment captivé. Et voilà. Je suis les traces de Mozart, ce sens inné de la dramaturgie qui suspend le souffle des foules, voilà, qui suspend le souffle, qui capte l'attention. Donc on augmente l'intensité, on s'arrête et on ralentit. Vraiment les nuances c'est très important et c'est ce qui fait aussi toute la musique des textes. Non seulement les sons, des mots, mais le rythme et les pauses, vraiment. Il y a vraiment une forme musicale qu'il faut rechercher pour que ce soit fluide en fait et logique. Et pour finir, justement, je vais vous faire écouter ce que dit Fred Vargas à propos de la musique. Et voilà, donc sur ce, je vais terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début, à mettre en commentaire s'il y a d'autres notions, d'autres mots dont vous voulez que je parle. Donc voilà, s'il y a quelque chose à retenir, donc c'est l'idée que plusieurs idées forment une pensée. Ces idées, on les exprime par des signes qui sont des mots. Qu'en littérature, pour moi, la forme, c'est-à-dire le fond, c'est-à-dire la pensée conditionne la forme, c'est-à-dire le style, et que le style doit avoir une cohérence, une fluidité qui peut s'apparenter à une musique. Voilà. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt.